Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Podcast sans catégorie, le podcast pour nos centres d'entraînement ici à Québec. Aujourd'hui, j'ai Gabriel avec moi qui est un de nos coachs qui me joignent pour le deuxième épisode. Bienvenue Gabriel. Merci. Je vais te laisser prendre quelques minutes pour te présenter. T'es qui comme cycliste? T'as fait quoi d'autre que le bicycle, même s'il n'y a rien d'autre dans la vie que le bicycle? Moi j'ai commencé dans la course à pied en fait là, j'ai fait course à pied niveau collégial, universitaire, puis comme beaucoup de coureurs, je me suis blessée. Fait que je me suis mis à faire du vélo à ce moment-là, puis je suis vraiment tombée en amour avec le bike. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de faire du triathlon. Fait que j'ai fait du triathlon pendant les 2 dernières années. Puis c'est seulement cet été en fait quand j'ai déménagé à Québec pour les études que je me suis vraiment mis au vélo en ligne. Puis là, cet hiver, je m'entraîne tout l'hiver pour faire de la compétition l'été prochain. Puis avec le 100 catégories, c'est l'endroit parfait. Puis je travaille aussi au Musette Café Cycliste à Québec pour ceux qui connaissent. Puis t'as idée en quoi? En nutrition, oui, En à nutrition. l'Université Laval. Ouais. C'est quand même un bon point à Ouais. savoir qu'il y a quand même des diversités de connaissances dans nos coachs. Première chose discuter aujourd'hui, mais le temps des fêtes s'en vient, tout le monde annonce leur horaire des fêtes. Comment on va faire ça? C'est chez 100 catégories. Pour le temps des fêtes, c'est certaines journées clés, mettons le 24, le 26, les jours où le monde sont moins occupé le jour. On va annuler des cours de soir puis mettre des cours spéciaux le matin de jour de 90 minutes. Tant qu'avoir plus de temps, on va profiter d'avoir un peu plus de temps pour s'entraîner. L'horaire devrait sortir lundi prochain. Il a peut-être déjà sorti. Ça dépend quand on lance cette podcast. Puis on va aussi avoir un abonnement spécial. Ça va être un abonnement de 2 semaines illimitées de 23 décembre jusqu'au 5 janvier. Que ça va être 2 semaines illimitées. Vous venez quand vous voulez. Pour eux qui veulent venir découvrir nos centres plus que juste une cour ou qui veut avoir des abonnements déjà et veut donner un peu de boost de venir plus qu'une fois par semaine pendant le temps des fêtes, on va vous offrir cet abonnement aussi délimité pendant 2 semaines pour les dates fixes. Gabriel, j'ai vu sur son Strava quand je l'ai stocké, faisait un peu des différents tests cette semaine, des tests d'entraînement. Puis c'est quelqu'un qui est venu récurrent sur qu'est-ce que c'est l'FTP, qu'est-ce que c'est le PAM, pourquoi on utilise l'FTP versus le PAM, comment on teste les deux. Donc, on va prendre un peu de temps de discuter de tout ça. Puis tu m'avais dit que tu as testé le PAM cette semaine, puis tu étais un peu déçu du résultat. Ouais. Comment tu as testé ça, puis pourquoi tu es déçu du résultat de ton PAM? Comment j'ai testé ça? J'ai fait ça sur une base d'entraînement, juste parce que c'est dans la nature du test, c'est une augmentation de 10 watts par minute jusqu'à épuisement. Fait que sur une base d'entraînement, c'est plus facile que sur les rouleaux ici parce que ma base est intelligente, fait que la puissance puis la résistance augmentent toute seule, j'ai pas besoin de la changer moi-même. Fait que c'est ça, tu fais un bon échauffement. Puis moi, je commençais à 100 watts, puis ça augmentait de 10 watts. Fait que le début, c'est quand même relativement facile. Puis à un certain point, ben ta fréquence cardiaque est vraiment haute, puis là, tu commences à vraiment avoir mal. Et c'est jusqu'à la dernière minute que tu es capable de compléter. Moi, j'ai été déçue parce que ben là, je sors d'une fin de session. Fait qu'il faut quand même pas négliger la fatigue, le stress. Il y a aussi l'hiver qui s'installe. Tu sais, c'est comme plein de paramètres différents. Puis de nature, je suis pas non plus une athlète qui est bonne dans l'explosivité ou les efforts vraiment anaérobiques. Fait que ça va être à travailler, là. Puis c'est la première fois que je testais vraiment ma PAM dans un test visé pour ça, parce qu'il y a des tests aussi de FTP qui peuvent ressembler au même genre d'évaluation, d'effort puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis pour eux qui ne savent pas, PAM, c'est la puissance aérobique maximale. C'est la puissance à laquelle on atteint nos maximum de capacité aérobique. C'est souvent mis en lien avec le VO2. C'est pas ton VO2, mais quand on est dans nos PAM, on travaille le maximum ou près de notre VO2. C'est une façon qu'on puisse donner des intervalles ou définir des zones d'entraînement où on prend un certain pourcentage de nos PAM puis on dit ça c'est nos zones tempo, ça c'est nos zones threshold. Mais nous au centre, on n'utilise pas le PAM, on utilise qu'est-ce qu'ils appellent le FTP. Le terme en anglais, mais l'FTP c'est le Functional Threshold Power, notre seuil de puissance fonctionnelle. Et
c'est une idée qui est venue un peu en même temps, pas au même temps que PAM, mais une option différente de PAM, spécifiquement pour les cyclistes quand ils ont commencé à utiliser les capteurs de puissance. Parce que le PAM, le puissance maximale aérobique, mais ça vient de VMA dans la course, qui est le vitesse maximale aérobique. Mais en vélo, on a tendance à utiliser plus les capteurs de puissance que la vélocité, parce que c'est plus universel. Puis on va aller plus en détail de pourquoi la puissance est universelle en vélo, mais il faut juste prendre ça pour acquis pour aujourd'hui. Et originalement, l'FTP est supposé d'être la puissance qu'on est capable de tenir à puissance constante pendant 1 heure de temps. Il n'y a plus personne qui fait des tests d'une heure. Et même, je dirais que la majorité des personnes, sauf que s'ils s'entraînent spécifiquement pour faire ça, ils ne pourraient pas utiliser, tenir le FTP réellement pour 1 heure de temps. Est-ce que toi, ton FTP, tu pourrais le tenir pour 1 heure? Ben, honnêtement, il faudrait que ce soit des très, très bonnes conditions, mais souvent, en fait, l'FTP, les gens, je pense qu'ils prennent comme une valeur absolue, mais c'est plus une valeur comme un peu plus relative qui permet de justement euh, voir c'est quoi tes zones d'entraînement, zone 1, zone 2, zone 3, puis jusqu'à la VO2 max. Et c'est ça, fait que je pense pas que je pourrais vraiment le tenir 1 heure ou en tout cas, j'aimerais ça. Puis là, on tombe dans les différents athlètes. T'as dit que t'es pas très anaérobique. Ouais. Donc, probablement, toi, t'as plus de chances de tenir ton FTP pendant 1 heure. Ouais. Mais moi, je suis un athlète très anaérobique. J'ai aucune chance que je tienne mon FTP pendant 1 heure. Mais le FTP que j'ai fait lors de nos derniers tests, ça me met dans les bonnes zones d'entraînement quand on fait des entraînements ici. Même si je pourrais pas tenir mon FTP pendant 1 heure, ça remplit son besoin, comme Gab a dit, de me placer dans les bonnes zones. Les différents tests parce que plus personne fait des 1 heure maintenant, dans les différents tests qui sont utilisés, c'est soit on fait un effort moins long que 1 heure et on prend un pourcentage de ça, donc soit on fait un effort de 20 minutes et on prend 95% de ça, ou on fait un effort de 8 minutes puis on prend 90% de ça. Il y a aussi qu'est-ce qui est devenu populaire dans les dernières années avec des plateformes comme Zwift et Trainer Road, les ramp tests, les tests en escalier, ou comme Gab a mentionné pour son PAM, on monte plus haut. Puis souvent, je pense que Trainer Road puis Zwift prennent 1 minute. leur meilleure minute, 75% de la meilleure minute, puis ça, c'est ton FTP. Chaque test a son avantage et ses désavantages. Les 20 minutes et les 8 minutes, pour bien faire un effort de 20 minutes, il faut quand même déjà avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour 20 minutes parce que c'est très facile à partir trop fort. Versus un ramp test, on monte très haut en haut de notre FTP, mais on n'a pas besoin de savoir la réponse en avance. On fait juste pédaler jusqu'à qu'on n'est plus capable, puis on arrive à un estimé de notre FTP. Et les différents athlètes vont avoir des avantages pour les différents tests. Si quelqu'un anaérobique comme moi fait un ramp test, probablement ça va surestimer leur FTP versus quelqu'un comme Gab, ça va faire une sous-estimation. Puis probablement si toi tu fais une 20 minutes, ça va peut-être surestimer ton FTP un peu par rapport à les intervalles. Ouais, puis pour avoir fait les deux, en fait, tu sais, je vois la différence entre mon FTP obtenu sur un test de 20 minutes que j'ai fait chez moi, puis mon PAM que j'ai obtenu sur le REM test. La différence entre les deux est comme pas assez grande OK. théoriquement. Fait que ça montre qu'en fait, je suis vraiment un profil meilleur sur un peu plus d'endurance puis de l'aérobie que de l'anaérobie. Ouais, absolument. Le test qu'on utilise ici, c'est un test que j'utilise quand même souvent avec le monde, c'est une 2 fois 8 minutes. L'avantage d'une 2 fois 8 minutes versus une 1 fois 8 minutes, c'est que tu as 2 chances de faire un bon effort, puis on prend le moyen des 2 efforts. Alors, si tu pars trop fort sur le premier, puis le deuxième te plonge complètement, puis tu n'es plus qu'à atteindre tes watts, mais on va prendre les moyens, les deux. Puis l'opposé est vrai aussi. Si tu pars trop mollo sur le premier, puis tu es capable d'aller chercher plus haut le deuxième, on prend le moyen, les deux. Donc, ça nous laisse un peu plus de marge d'erreur à faire les tests. Donc, c'est pour ça qu'on fait une 2 fois 8 minutes ici. On n'a pas nécessairement besoin de savoir la réponse en avance avant le test et on a 2 chances. Puis aussi, si jamais il y a quelque chose arrive, je pense que la dernière fois, on a fait le test VO2 ici, le test FTP ici. La personne à côté de moi, il a fait une flat sur les rouleaux parce que oui, c'est possible. Sur son deuxième 8 minutes.
mais au moins on avait son premier 8 minutes qu'on pouvait faire une bonne estimée avec, même si on n'avait pas le test au complet. Ça laisse un peu plus de marge d'erreur là-dedans, parce que de faire un test FTP, c'est difficile. On ne veut pas avoir fait ça 2 jours en ligne, idéalement. Ouais, puis après, rien n'empêche qu'on modifie le FTP, tu sais, au centre, justement, cette personne-là, tu sais, on peut ajuster le FTP une semaine. Je me sens un peu plus fatiguée, puis tout ça, c'est mieux de récupérer un peu plus. On le descend dans notre système, puis les ondes vont être un petit peu plus basses. C'est comme je disais tantôt, ça sert vraiment juste à bien cerner les zones d'entraînement, puis après, c'est de l'affinage avec la perception d'effort. Absolument. Puis pourquoi on choisit l'FTP au lieu de PAM? Là, j'ai mis vraiment mon chapeau de physique puis l'ingénierie là-dessus. L'idée des errors, en anglais, c'est compound errors. J'ai jamais entendu ce terme en français, donc je sais pas si c'est quoi. C'est intervalle d'erreur, non? Non, mais c'est des erreurs les erreurs qui s'ajoutent une par-dessus l'autre. Si on prend nos PAM, qui est nos VO2, si on estime les efforts VO2 avec ça, avec, mettons, 95% de nos PAM pour faire des répétitions, mais on va avoir très peu d'erreurs parce que c'est un petit intervalle. Mais si on commence à estimer très bas, 80-70% pour faire de tempo ou d'endurance, mais là, on commence à avoir un grand gap entre nos références, puis on a beaucoup d'erreurs qui s'ajoutent une par-dessus l'autre, qui laissent moins de chances d'ajustement ou plus de chances d'erreur pour les différents profils d'athlètes. Versus si on prend notre FTP qui est comme directement au milieu des intensités qu'on fait, mettons on fait un puncher, on est toujours à 105 à 120% de notre FTP en haut, ou si on fait un grimper, on est toujours à 95 ou 80% de notre FTP. Donc, on a comme le même intervalle en haut puis en bas pour faire nos estimés. Donc, en théorie, mathématiquement, on devrait avoir moins d'erreurs pour le plus grande population de personnes possible versus si on faisait des intervalles avec de PAM. Ça ne veut pas dire que le PAM n'est pas bon. On parlait avant le podcast, puis Gab t'a dit que ton coach voulait que tu fasses une PAM pour que vous pouvez mieux cibler des intervalles de VO2 pour travailler ton anaérobie. Et c'est une excellente approche. Des autres coachs vont utiliser on parle souvent des lactate threshold ou des aerobic threshold pour planifier les entraînements d'endurance et tempo. Une excellente approche aussi. Et vu qu'on veut, chez 100 catégories, offrir la meilleure chose pour la plus grande population possible, d'avoir une référence qui est directement au milieu de nos zones de travail fait le moins grande erreur pour le plus de monde possible. Donc, voici la raison pourquoi on promouvoit l'FTP et probablement pourquoi Zwift, Trainer Road, Sufferfest, tous eux utilisent le FTP aussi. Ça, c'est mon chapeau de physicien qui sort ça. Ouais, par exemple, le REM test sur Zwift, si ça se fie sur 1 minute, techniquement, ils font comme un test de PAM, mais ils estiment le FTP avec ça. Oui, le Mi-Trace oui. Et ça reste que par après, tu vas utiliser ton FTP et te prendre, c'est un autre topic, prendre une référence qui est estimée par un autre test pour faire des estimés par après. C'est une autre raison pourquoi on prend un test de 2 fois 8 minutes versus le RAM test ici, parce qu'effectivement, le RAM test, ça peut introduire quand même des erreurs là-dedans pour les différents athlètes. On avait une autre question que je voulais rentrer dedans, parce que là, ça fait quelques semaines à l'ouvert, je commence à voir le monde qui s'entraîne fort, puis commence à avoir des faces longues pendant leurs entraînements, des pulses de fréquence cardiaque qui montent rapidement. La question en anglais, c'est des deloads, des semaines de récupération. Pourquoi c'est important? Quand est-ce qu'on devrait prendre une? Est-ce qu'on les met dans le planif de centre et tout ça? Donc, j'ai expliqué ça un peu aux clients qui sont ici. Mais la planète de centre est faite sur des blocs de 3 semaines de travail. C'est les intervalles qui sont semblables pendant 3 semaines qui deviennent de plus en plus difficiles. Dans la première semaine, c'est notre semaine d'introduction où on commence les intervalles, c'est le plus accessible. Après ça, c'est une semaine de build où ça devient un peu plus difficile. Puis la troisième semaine, c'est la semaine de dépassement où les intervalles devraient être vraiment proches de nos limites puis on devrait vraiment avoir un travail fort pour accomplir nos tâches. Là-dedans, il n'y a pas de semaine deload parce que c'est presque impossible à bien planifier pour tout le monde. C'est quand une bonne semaine deload. Donc, ce qu'on fait, c'est soit on recommande au monde à tel intervalle faire un deload versus où on voit que, hey, personne, ton fréquence cardiaque est plus élevée que d'habitude.
La semaine prochaine, tu devrais peut-être faire un deload, puis en effet, plus personnel comme ça. À quoi semblent les deloads? Ce que je recommande au monde, c'est de réduire l'intensité des entraînements à 60 à 70% de ce que tu es habitué à faire et de réduire le volume par 70%. Ça veut dire que si quelqu'un s'entraîne 3 heures par semaine à un FTP de 150, mais il devrait faire seulement 2 heures la semaine suivante, puis placer le FTP autour de 110 pour que tous les intervalles soient plus faciles, justement. Même l'intensité, moi, je savais pas. Ça dépend vraiment des, C'était juste... ça dépend vraiment des personnes, mais en général, puis ça dépend où tu es placé dans ta saison. Mais une bonne règle, effectivement, c'est de 70%, 70%. Des fois, si, mettons, quelqu'un qui fait beaucoup des crits, qui veut juste déloader des fatigues, mais a besoin de garder son anaérobie, il va descendre en volume et garder son intensité. Quelqu'un qui fait beaucoup de, mettons, beaucoup de triathlons peuvent peut-être faire l'opposé, garder le volume, réduire l'intensité, parce que c'est cette capacité aérobique qui est le plus important. Mais l'objectif des loads, c'est de réduire nos fatigues pour qu'on est prêt à repartir plus fort après. Parce qu'on ne s'améliore pas en s'entraînant, on s'améliore quand on récupère de nos entraînements. Donc, c'est toute une question de récupération. Ça, c'est vrai. Puis on est beaucoup à avoir de la difficulté à le faire. Là. Puis c'est surtout, en fait, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui est pas capable tant que ça de prendre des journées off? Parce que réduire son volume, ça peut impliquer d'avoir des journées off. Là, je sais qu'il y a le cross-training qui est souvent amené dans la discussion, mais là, ça reste un stress quand même, puis une fatigue qui est créée sur le corps. Fait que comment faire avec ça? Moi, j'ai le sens que, à mon avis, que tes semaines deload, tu devrais déloader tout d'un coup. Parce que si tu réduis ton volume de bike, mais tu fais une extra séance de gym, encore plus, cette séance de gym est moins habituelle. Donc, ça va prendre ajouter encore plus de fatigue et juste garder ton séance de bike. Si tu vraiment pas capable à prendre ça mollo puis prendre une journée de repos extra mentalement, c'est un peu à mettre en question c'est quoi tes priorités puis qu'est-ce qui est important pour toi. Puis si la performance ou juste de t'améliorer est la priorité, fais ce qu'il y a besoin de faire. Mais ça veut toujours remplacer par, mettons, te faire une 30 minutes de stretching et aller faire un cours de yoga de temps en temps, que physiquement est pas très demandant. Donc, ça ne devrait pas ajouter tant de fatigue, puis au moins te bouger, te remplacer ton activité. C'est comme le best worst case scenario dans ce cas-là. C'est ça, des fois, juste tweaker son esprit de se dire « Ah, j'ai bougé, mais c'est pas vraiment stressant. » Exactement. Et pourquoi on a besoin de prendre des deloads? Parce qu'en théorie, on devrait être capable de trouver un niveau de fatigue qui est comme c'est parfait. On tient exactement le même niveau, puis on n'a jamais besoin de prendre vraiment de repos. Ça existe en théorie, mais le plus tu en as de stress dans ta vie, le plus cette théorie est impossible. Alors, soit si tu t'entraînes beaucoup, ou si tu as un métier stresseur, tes horaires de sommeil sont imprévisibles, n'importe quelle source de stress, parce que c'est pas juste les stress d'entraînement qui affectent ta vie, c'est tout le stress autour. Gab a mentionné tantôt, elle est en fin de session, donc elle pense qu'elle a moins bien performé à cause de ce stress. Les deloads, c'est aussi pour faire notre vie, puis s'assurer qu'on reprend nos récupérations. C'est comme, au lieu d'essayer de maintenir parfaitement le bon équilibre, on fait plutôt première semaine de nos blocs de training, on fait en dessous de cette seuil. La deuxième semaine, on essaie d'atteindre cette seuil. Troisième semaine, on dépasse, puis après, on redescend en dessous. Parce qu'à faire cet escalier comme ça, mais on n'a pas besoin d'être aussi parfait dans nos niveaux de training, puis on va atteindre le même résultat ou un résultat semblable. Puis c'est plus facile, tu as plus de marge d'erreur en faisant ça. Ça fait une moyenne aussi. Ça fait une moyenne, exactement. Là, j'ai parlé d'une phase 3 semaines on, une semaine off. Puis cette semaine off n'est pas complètement off, c'est une semaine à 70%. Mais c'est pas universel. Pour beaucoup de monde, ça va fonctionner de 3 on, 1 off. Mais pour beaucoup de monde, surtout si vous travaillez le soir, vous avez un horaire imprévisible, vos sommeil est moins optimal, vos nutrition est moins optimale aussi, que ces 3 semaines on va être trop avant de faire vos deloads. Alors, ça se peut que vous avez besoin de faire, mettons, 2 semaines on, 1 semaine off. Moi, ce que j'ai fait dans mon entraînement personnel, puis j'ai plus en plus de clients qui tendent vers ça, je fais des blocs de 2 semaines.
avec une 10 jours intense et une 4 jours deload. OK. Et ça rentre parfaitement dans 2 semaines, dans 4 jours. Puis ça fait que ben, pendant ces 10 jours-là, j'ai moins besoin de me contrôler. Si je m'entraîne en intensité ces jours-là, je vais dans le tape. Puis même si je overreach un peu pendant ces 10 jours, mais dans 3-4 jours, j'arrive sur un bloc de repos de 4 jours. Et si jamais je me sens vraiment bien, mais je vais ajouter un 11e jour, puis là, je prends 3 jours la semaine après. Ou si jamais je suis complètement brûlé, je prends 9 jours, puis après 5 jours de repos après. C'est pas des repos complets, c'est juste que la différence est, je vais remplacer une de mes séances d'intensité avec une séance de repos, une séance d'endurance. Et quand je suis dans mon bloc on et 10 jours on, je fais l'intensité, je me donne au complet. Versus si je fais l'intensité dans mon bloc de repos, mais justement, je réduis à 70%. Je fais juste comme le minimum de mes chiffres pour atteindre ce qui est demandé. Alors, c'est comme ça que je gère mes deloads. Pour le monde qui ont des vies occupées, qui peut-être travaillent à temps plein puis essaient de s'entraîner beaucoup, peut-être c'est quelque chose d'intégré parce que dans mes athlètes que je coach, j'ai beaucoup de succès avec ce genre de template versus le 3 semaines on et 1 semaine off. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile à gérer aussi mentalement Ouais. que de se dire oh là j'ai une semaine complète off. Des fois tu te sens bien après 4 jours, puis là t'aimerais ça recommencer à t'entraîner, mais il faut que tu continues. Puis des fois 4 jours dans ta semaine de training, t'as déjà envie d'avoir un repos. Fait que c'est une belle approche. C'est quand même plus facile. Puis, autre note pour les gens qui travaillent à temps plein, souvent, on a dit, j'ai telle chose à faire, mais il faut que je m'entraîne, puis on dit, je vais être une bonne adulte, puis je vais faire mon obligation en premier. Mais si, dans 3 jours de c'est un repos, c'est un peu plus facile de juste dire, je vais m'entraîner à place. Puis quand j'ai mon deload, je vais être une bonne adulte, puis faire mes autres obligations. Donc, ça va finir les 2 questions qu'on avait, on voulait adresser aujourd'hui. Comme on a dit la semaine passée, si vous voulez voir plus sur nos centres, suivez-nous sur Instagram, nos sites web aussi. Tous les horaires sont là. Le premier cours est assez gratuit. Donc, n'hésitez pas de venir essayer nos centres, peu importe vos niveaux, peu importe si vous avez des souliers à clip ou non, vous allez bienvenue, viens essayer de centre. Merci, Gab. Yes. Fait plaisir. C'est combien de temps?